Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, alors que ce matin au réveil, je ne savais pas trop vers quel film me diriger, j'ai décidé de revenir vers cette fameuse nouvelle vague tchèque que j'ai déjà traitée plusieurs fois sur la chaîne. Je crois que j'avais commencé avec le fameux Happy End de 1967, exceptionnel, et là on est 4 ans avant, 1963, pour Un jour, un chat, qui est une œuvre majeure de cette période artistique, réalisée par Wojciech Jasny, en compagnie d'un certain Ivan Passer, et co-scénarisé par Jan Verić, qui apparaît ici à l'écran dans 2 rôles. Bon, c'est quand même quelqu'un de majeur. En plus, c'est un homme très artistique, le monsieur, qui a été aussi narrateur et conteur en pas mal d'histoires. Ça tombe bien, puisqu'il va avoir ici un rôle de conteur dès l'introduction. À ses côtés, nous avons dans le rôle de Diana, le personnage féminin principal, Emilia Vachariova, le professeur idéaliste Robert est joué par Vlastimil Brodsky, tandis que son opposant, le chef local, sorte de bourgmestre, directeur d'école, il a l'air d'être tout ça à la fois, eh bien nous avons Jiří Šováč. J'espère que je prononce plus ou moins bien les noms, tiens d'ailleurs, puisque, quitte à massacrer la prononciation, on va donner le titre original, Age Prižde Kokur, donc de ce Un jour, un chat, qui est ressorti il y a 5 ans en version restaurée, présentée au Festival de Cannes. Et c'est celle-ci que j'ai visionnée, avec une vraie mise en valeur des couleurs, très importante évidemment, ici dans le cadre esthétique d'un film, qui est quelque part entre la comédie musicale fantastique, enfin musicale artistique, on va dire au sens large, parce que ça ne chante pas, mais ça danse, et ça peint aussi, et la fable sociale, évidemment en allégorie, en opposition avec le régime en place à l'époque en Tchécoslovaquie. On est 5 ans avant le printemps de Prague. C'est presque étonnant que les autorités n'aient pas censuré vraiment ce film, alors que ça paraît frontal comme contestation. Et nous suivons donc en introduction un monsieur qui est dans une tour d'horloge, sorte de maître du temps et observateur de la population autour, Oliva, qui parle littéralement au spectateur. C'est un film qui brise le 4e mur, qui est un peu méta, il y a pas mal de choses à réfléchir là-dessus, et qui nous présente les lieux où vont se dérouler l'histoire. Donc un petit village local, là, mais très conforme à cette société d'époque, avec des normes strictes, et des gens qui ne sont pas forcément ceux qui paraissent être. D'ailleurs, c'est exactement ce que Oliva nous dit en faisant l'état des lieux. Là. Et ça annonce des choses du film, fatalement. Et très vite, on se rend compte qu'il va y avoir une opposition sur place quand un chasseur local arrive et tire une cigogne là-bas. Il s'avère que c'est donc le chef du village qui décide, donc voilà, il a son permis exceptionnel, il utilise son arme un peu où il veut, il l'amène même à l'école après, bon bref. Et voilà, la cigogne elle sera empaillée, parce que la taxidermie ici est utilisée comme pédagogie pour que les enfants puissent étudier les animaux. Évidemment, le professeur local, là, Robert, enfin l'un d'entre eux, est très opposé à cela. D'ailleurs, il le traite d'assassin. C'est en filigrane, il n'ose pas trop lever la voix, mais quand même, on sent qu'il va y avoir une rivalité entre les deux. Et en effet, ce Robert, là, il inculque des valeurs à ces jeunes gens, là, alors c'est une école primaire, très idéaliste, dans un certain sens, valeurs d'amitié, de liberté, de sincérité et tout, un petit peu à l'inverse de ce qui se passe sur place. Donc vous pouvez imaginer que ça pourrait poser quelques problèmes pour ce monsieur qui est trop libre aux yeux de cette société locale bien cintrée. Alors, ça c'est une des premières parties, on va dire, de l'intrigue globale, mais on ajoute à ceci le côté un peu fantastique, magique, puisque Oliva, notre conteur du début, il débarque en classe à un moment, on ne sait pas trop si c'est un prof ou autre chose, enfin bon bref. Et il va raconter aux enfants ce qu'il a vécu, une rencontre qu'il a faite, il y a un certain temps, celle d'un magicien, avec son assistante, du tout, dont il est tombé plus ou moins amoureux, et un magicien qui a un chat avec des lunettes de soleil. Et si on enlève ces lunettes, on révèle la vraie nature des gens, sous forme de couleurs. Oui, c'est magique, ça. Oui, bah, de toute façon, c'est une histoire magique. D'ailleurs, des références au genre de flûte d'Amelin, là, à un moment, quand il dit « Ah, j'ai entendu un air. » Bon. Il y a cette idée-là. Donc en gros, si le rouge apparaît sur quelqu'un, c'est qu'il est sincère et amoureux, prêt à donner son amour, quoi. S'il devient jaune, c'est un peu la tromperie, c'est la couleur du cocu, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Gris, c'est la malhonnêteté, et violet, c'est plus que l'ambition, le carriérisme avec hypocrisie derrière. Il y en a beaucoup qui sont évidemment potentiellement dans ces nuances-là.
Ce que Oliva déjà nous mentionnait au début, on pourrait revoir la scène d'introduction à ce moment-là, et imaginer apposer certaines couleurs. Hein. Bon. Et bah, il s'avère que, quelques temps après, le magicien, avec son assistante, son chat, et la troupe, quoi, en gros, va débarquer sur place. Très étonnant, au hasard. Beau hasard aussi, il s'avère que le magicien est un sosie parfait, ou l'alter ego, justement, de ce conteur, là, Oliva. Évidemment, ce n'est pas non plus fait comme ça, de façon aléatoire. C'est comme s'il annonçait sa propre arrivée indirectement. Peut-être que c'est lui le magicien qui s'est dédoublé, donc on va rester vague. C'est le côté un peu, pas surréaliste, mais pas loin hein, de ce genre de nouvelle vague tchèque, même si c'est pas le plus fou qu'on ait pu voir dans ce domaine-là non plus. Et donc, forcément, là, ce magicien va révéler, avec le chat qui va enlever ses lunettes, c'est l'assistante qui va lui enlever ses lunettes, il va révéler la vraie nature des gens, ça va plonger la bourgade dans une certaine folie, un chaos, et le chat va s'échapper, et évidemment, ils vont tous vouloir retrouver le chat. Tous, soit pour le tuer, évidemment, le maire local voilà, veut le tuer, parce que, attention, ça pourrait mettre à mal sa domination, et les enfants veulent le retrouver aussi, parce que c'est magique ce chat. Chat qu'ils avaient déjà dessiné avant, et une forme de lien affectif qui va se mettre là, ici, sur l'innocence de l'enfance, qui veut cette libération, et que les gens révèlent leur vrai visage, parce que eux, ils ne mentent pas. Voilà, l'enfant, finalement, vous savez, hein, il est très sincère, souvent. C'est génial, voilà, déjà le postulat de base est très fort, mais en plus, c'est un petit bijou, ce film, parce que vous avez à la fois donc l'aspect esthétique exceptionnel de certaines choses, le côté fable, narration, conte, très fort aussi, d'ailleurs, moi avec les sous-titres français, ça fait bizarre aussi, mais c'est probablement comme ça dans la langue de base, hein. C'est que la façon que Oliva a de parler, c'est toujours un peu, voilà, par bifurcation exceptionnelle. J'aime beaucoup ça, un phrasé qui dénonce le cynisme là, et qui en dit long aussi sur certaines choses. Et après, bon, voilà, avec les couleurs là, on s'amuse. C'est-à-dire que le metteur en scène a décidé, alors je ne sais pas quelle technique a été utilisée, mais bon, 63, on avait déjà le fameux Technicolor dans tous les sens, c'est très très bien tout ça. Mais la façon de colorer les gens et à un moment d'en faire littéralement la danse des couleurs. Hein. Après un superbe spectacle de magie, cirque, tout ça, génial, le film prend son temps de le montrer, faire de nous des enfants, faire des spectateurs là, des gens libres qui regardent et qui peuvent voilà, rêver d'autres choses. Alors que l'époque c'était quand même très terne, très gris dans la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on prend son temps sur ça, puis après évidemment quand le chat révèle les couleurs des gens, il y a la danse des couleurs là, et évidemment ceux qui sont, voilà, qui se ressemblent s'assemblent à un moment, et on voit des couples faits qui se défont. D'ailleurs le personnage de Robert qui est avec une compagne là, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'amour entre les deux, d'autant plus que visiblement elle le trompe avec le fameux rival maire là. Bah, évidemment, ils n'ont pas la même couleur, et il va révéler sa vraie couleur, Robert, en regardant Diana et tombant amoureux. Donc il y a une histoire de romance aussi qui se met en place, un petit passage dans la nature ensuite. C'est très très beau. D'ailleurs, des influences peut-être issues de Broadway ou des comédies musicales à la Hollywood de l'époque, mais remises ici dans un contexte particulier pour la libération des esprits par l'art. Et c'est un film qui met en avant ça. C'est-à-dire que beaucoup de formes artistiques sont mises en place là. Donc déjà le cinéma, pour le cinéma là, l'aspect formel est assez évident, mais aussi la peinture, le dessin, puisque les enfants dessinent et peignent dès le début d'ailleurs, ils ont cette liberté là, voilà. Et quand on parle du chat, ils dessinent le chat. Et puis plus tard, ils vont dessiner le chat qui a disparu, ils vont mettre la pancarte sur leur visage, ils deviennent un petit peu comme ce chat. Ils ont envie de révéler un peu le monde hypocrite des adultes. C'est l'avenir, quoi. Voilà, c'est un film qui est un hymne à l'avenir, à cette possibilité que la Tchécoslovaquie de l'époque, hein, depuis République tchèque et Slovaquie, puisse être beaucoup plus sincère et libre, dans une forme d'idéalisme, quasi naïf par l'enfance, mais besoin de cette liberté-là. Je trouve ça beau, surtout pour l'époque, et osé, pour 1963 aussi, même si d'autres œuvres à l'époque de ce même mouvement ont osé aussi. Et là, je trouve que c'est bien direct quand même, hein. Et donc, à un moment, on a ce professeur qui s'offusque qu'on tue les animaux et qu'on les empaille. La taxidermie n'est pas un art. Et lui, il espère inculquer autre chose par la photo ou le cinéma lui-même. On le voit d'ailleurs, au moment où il y a la cigogne qui est tuée, lui, il arrive, il essaye de la filmer. Ça en dit non. Vous voyez, le pouvoir artistique, on voit que le réalisateur, il sait où il se place. Hein.
cette mise en abîme là et ce côté brisage du quatrième mur dès le début, c'est direct. Et voilà, soit par le cinéma, soit par des photos. D'ailleurs, à un moment, on a un truc exceptionnel. Il fait étudier aux enfants des trucs sur une... On croit que c'est une feuille sur leur table, mais en fait, c'est des mini-écrans qui vont projeter un film. Voilà, c'est un quasi-futurisme là, qui est très réel en fait, c'est des tablettes quoi. Voilà, indirectement ce film anticipe ce que aujourd'hui beaucoup de jeunes peuvent voilà, étudier sur des tablettes, même s'il faut faire attention aux écrans pour les plus jeunes, attention, bien sûr. Formidable, mais par cette pédagogie, par quelque chose de vivant, même si c'est la reproduction du vivant par l'art, au moins on n'a pas tué pour cela. C'est le principal. Et du coup, évidemment, quand je dis que tous les arts y passent, c'est le cas. Peut-être côté architectural aussi, peut-être, par rapport à l'histoire de la ville, peut-être, mais aussi la danse, forcément, de ce que j'ai mentionné dans ces installations-là artistiques, et le cirque en lui-même, les performances artistiques, théâtrales, tout se mélange, et c'est beau. Et évidemment, ça va affronter ces gens-là, un peu terre-à-terre, ou qui veulent la norme, qui sont des tueurs, des chasseurs, bien sûr, sorte de chat, parce que donc le chat s'évade, il y a aussi le chat de Robert qui rapproche Robert avec Diana qui possède l'autre chat magique, si vous voulez. Un chat avec des lunettes de soleil, c'est génial. Bon. Mais ça, voilà, le chat révélateur. Voilà, c'est pas le cœur révélateur, ici c'est le chat révélateur. Et moi quand je vois ça, je ne vais pas faire de zone spoiler sur comment ça se termine et tout. Hein. Rappelez-vous, là j'ai mentionné... je sais pas si je l'ai fait, j'avais un doute, mais au pire je le rementionne là, cette histoire mythologique du joueur de flûte d'Amelin, c'est un peu cette idée-là aussi, hein, avec des disparitions, des réapparitions. Les enfants, il y a une... Voilà, si vous connaissez l'histoire de base. Mais ça me fait dire aussi que ce genre de film a pu laisser une trace indélébile dans beaucoup d'autres artistes après. Alors là, j'extrapole, hein. Mais quand je vois ce film, je pense à Pleasantville. Grand film de 1998, dont on ne parle que trop peu, qui aussi révèle la vraie nature des gens par la couleur. Mais là, c'est la couleur au sens large. C'est un monde de noir et blanc, conforme dans une série des années 50, très voilà, old school. Et il y a des gens des années 90 qui débarquent là-dedans, et qui révèlent petit à petit, par leur liberté acquise dans le vrai monde, les couleurs et le vrai visage des gens qui, quand ils finissent par s'aimer et oser révéler leurs sentiments, se colorisent. Voilà, je vous renvoie à Pleasantville si vous voulez, parce que moi j'y ai pensé, voilà, c'est assez direct. Il y a quelques scènes de danse comme ça aussi, alors au-delà des comédies musicales de l'époque, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, vous savez, à Mulholland Drive, l'introduction un peu de jazz bizarre, là. Bon, ça c'est très tarabiscoté, mais David Lynch lui-même, dans son surréalisme expérimental personnel, a peut-être puisé, consciemment ou non, dans cette nouvelle vague tchèque. J'en sais rien, j'ai rien lu à ce sujet, mais cette idée de liberté artistique pour donc faire révéler l'humanité des choses, c'est intéressant à creuser ça. Bon après, voilà, je ne pense pas qu'il ait déjà mentionné ça directement, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, mais inconsciemment de toute façon, au sens large, sans faire de lien direct, l'art libère. Voilà, c'est important, c'est ça le message du film, c'est-à-dire à travers le cinéma ici, et tous les arts dans ce film de cinéma, ça nous permet de rêver un monde meilleur, et donc de libérer les esprits contre cette autorité-là, totalitaire ou pas. D'ailleurs, le film au début joue sur cette ambiguïté exceptionnelle. Sur les premières secondes, ce compteur-là qui observe, hein, c'est comme Big Brother dans 1984. Enfin, moi j'y ai pensé directement, en régime plus ou moins stalinien encore en Tchécoslovaquie à l'époque, cette idée, mais bon, en fait c'est très déconstruit autrement. C'est très déconstruit autrement. En fait, c'est un renversement parce que lui, c'est le libérateur indirectement. C'est comme si c'était d'ailleurs lui qui écrivait un peu l'histoire qui allait arriver. Il se fait apparaître lui-même un magicien, même si lui et le magicien interagissent, l'alter ego. Une sorte de matière et antimatière qui se rencontrent, qu'est-ce que ça va créer? Une sorte de chaos, chaos par libération. C'est exactement ce qui se produit ensuite. Magnifique, voilà, c'est un des grands films de la nouvelle vague tchèque que j'ai pu voir, hein, clairement. Là, ça se met à peu près au niveau du Happy End de 1967. Bon, il y a aussi, voilà, enfin bon, il y en a plein. Je ne vais pas faire toute la liste, hein, parce que j'en ai évoqué peut-être 4-5, maintenant 6, je sais pas, sur la chaîne. Les petites marguerites, autres. Hein. Vous pourrez vérifier selon. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de cette puissance. J'aurais pu parler aussi de l'aspect musical par rapport, bien évidemment, à la bande-son qui accompagne les scènes de danse et tout. Quand je dis que tous les arts y passent, c'est le cas, mais vraiment. Hein. Bref, à vous d'exprimer ce que vous avez ressenti au visionnage de ce film si vous l'avez découvert. Parce que non, je pense que pas mal de gens l'ont vu depuis 2021. Et on en discute. C'est important de mettre en avant cet élan artistique libérateur. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.